Donc, bienvenue dans ce quatrième et dernier webinaire sur le de Loire Vin Bio. Donc, aujourd'hui, la thématique abordée est autour de la manière de développer l'export pour un domaine, c'est-à-dire soit prendre le choix d'internaliser la fonction export au sein du domaine, soit rejoindre un groupement de domaines viticoles pour la distribution. Et le dernier cas, c'est faire appel à un prestataire de service qui peut prendre différentes formes. Donc, je vais vous présenter ces trois méthodes et je vous laisserai aussi voir une petite interview donc du responsable export de Vinny Bigoud qui a pu répondre déjà à des questions auxquelles on pouvait se poser. Et on devait avoir l'intervention d'une deuxième personne, mais qui malheureusement n'a pas pu, a dû annuler pour raison de santé. Donc, elle m'a prévenu en amont et j'en excuse. Donc, pour débuter, la première option est d'internaliser la fonction de commercial export. Donc, l'embauche, c'est l'embauche d'une personne au sein du domaine chargée de la commercialisation, alors soit uniquement à l'export, soit tout type de commercialisation en fonction de la taille du domaine. C'est vrai qu'il y a un avantage certain à ce type de fonction, c'est vraiment de pouvoir avoir le, une stratégie personnalisée et adaptée au domaine avec quelqu'un qui maîtrise de A à Z tous les éléments de langage de, de la production du domaine, toute l'image qui doit être passée. Et il y a la possibilité de construire sur du long terme une stratégie commerciale adaptée à chaque marché. L'un des inconvénients, par contre, principaux, c'est le coût que ça représente pour une structure, que ce soit donc, le salaire, les charges, mais aussi tout ce qui est déplacement et les coûts de formation qui peuvent apparaître à la demande du salarié. Euh, ces coûts-là peuvent représenter un vrai frein pour des domaines viticoles qui sont de taille plus réduite et en général, on retrouve ces fonctions-là, enfin, des salariés à ces fonctions-là sur des domaines qui sont déjà un petit peu plus conséquents et qui vont avoir un petit peu plus de volume à vendre pour pouvoir aussi dégager les fonds nécessaires à à ce salaire et à ces charges. Le risque aussi d'un tel poste, c'est d'être dépendant d'une seule personne et de son réseau et de voir de voir le réseau en fait échapper en cas de départ de la, du, du commercial ou de la commerciale. Donc, de mon côté, c'est ce que je disais juste avant, pour moi, ça convient essentiellement aux domaines qui ont déjà atteint une certaine taille et qui peuvent aussi se permettre de manager en direct quelqu'un qui va être sur ces fonctions, sur cette fonction-là. Une deuxième option est de rejoindre un groupement de domaines comme Vinny Bigoud, dont vous pourrez voir la présentation juste après. L'avantage, alors il y a plusieurs avantages sur cette possibilité. La première, c'est notamment de pouvoir mutualiser les coûts de développement d'un d'un réseau de distribution. Ça va vous permettre de pouvoir aborder à plusieurs et en général avec des offres complémentaires des marchés spécifiques sans avoir à craindre une cannibalisation sur les produits, mais aussi en pouvant vous bénéficier donc du travail d'une personne qui sera en charge uniquement de ça pour l'ensemble des domaines du groupement. Potentiellement, chacun peut aussi arriver avec un réseau préexistant et donc faire bénéficier à l'ensemble de ce réseau. Je peux prendre un exemple assez simple. Un domaine viticole qui
aurait déjà un importateur, admettons un domaine du muscadet qui est un importateur sur les États-Unis, si cet importateur-là lui dit, bon, bah, je recherche en même temps un Anjou, un Touraine et un vin du Centre-Loire, est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, en passant par un groupement de domaines de ce type, euh, ça ne fait qu'un seul interlocuteur, ça simplifie les démarches pour l'importateur et ça permet de faire bénéficier du même contact l'ensemble des domaines participants à ce groupement. L'inconvénient, c'est que on n'a pas nécessairement une stratégie adaptée individuellement à chaque domaine. C'est-à-dire que chaque domaine pourrait vouloir cibler des interlocuteurs, des partenaires plus spécifiques. Prendre par exemple pour un domaine qui veut viser essentiellement le CHR haut de gamme, euh, le choix de l'importateur là sera un peu moins dédié. Donc c'est je dirais le principal inconvénient qui peut avoir attrait à ce type de développement. Le risque, c'est de voir en fait l'image du domaine qui peut être perdue en fonction en fonction des interlocuteurs que vous avez en face. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, d'une structure comme Vinny Bigood étant l'interlocuteur principal, vous n'avez pas nécessairement une image de chaque domaine euh, qui est qui est bien conscientisée de la part des clients. Même si je sais que le travail derrière, après, est fait aussi par les personnes qui représentent la structure. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite aussi une certaine compatibilité entre les différents domaines représentés. Ça peut être des domaines de différentes régions viticoles en France, ça peut être des domaines d'une seule région, type que des domaines de Loire, mais avec des appellations différentes, ou alors étant sur des créneaux différents. Un qui peut faire par exemple des vins en 20 méthodes nature, on en parlait tout à l'heure, ou alors et à côté des personnes en bio, on va dire classique. Il n'y a pas nécessairement de concurrence parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes produits. La troisième et dernière option serait de recourir donc à un prestataire externe qui peut prendre différentes formes. Donc ça, cette prestation-là, ça peut être soit quelqu'un qui va jouer le rôle de commercial export hmm, interne d'un point de vue d'un importateur classique. Ce sera une personne qui sera interne au domaine, si je m'explique. C'est-à-dire que ces personnes-là vont avoir leur adresse mail, par exemple export@châteaudepassavant.com. Euh, et là, en fait, vous allez donner l'impression que cette personne-là fait partie intégrante du domaine, alors qu'en réalité, c'est un prestataire qui vient en soutien et en support au, au domaine. Ils ne sont pas là en permanence présents au domaine tous les jours. Ça peut être à raison de un jour par semaine ou alors une semaine par mois, en fonction de ce qui est fixé au préalable. Et généralement, ces prestataires vont travailler avec plusieurs domaines viticoles différents pour pouvoir en fait intervenir de cette manière-là sur plusieurs appellations. Là, en l'occurrence, il s'agit surtout de domaines qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer quelqu'un qui va être à temps plein sur le domaine, mais de pouvoir bénéficier de quelqu'un qui va jouer le rôle de responsable d'export, faire bénéficier le domaine de son réseau, et derrière de pouvoir apporter aussi une expertise et une expérience sur le développement export. Un exemple auquel je pense, un domaine de Touraine travaille avec
Un prestataire de ce type, lui, a déjà, je dirais, une vingtaine d'années d'expérience dans le développement export à différents niveaux. Et donc, en fait, sait très bien par quel marché il faut commencer. Il a déjà développé son réseau. Et donc, lorsqu'il y a un salon, lorsqu'il y a un événement auquel ils participent ensemble, il peut déjà, en fait, faire le travail d'approche des importateurs sur place et le ciblage dès dès l'inscription à l'événement et dès la préparation. Ce qui permet au domaine vraiment de bénéficier enfin, d'arriver avec déjà un certain nombre de cartes de disponibles pour pour son développement. L'inconvénient majeur de ce type de partenariat, ça va être vraiment que le coût financier peut être plus ou moins important en fonction enfin, de la prestation euh, qui est, euh, qui est choisie. En fonction des personnes, parce il n'y a pas de tarif nécessairement fixé, et en fonction des façons de travailler. Je vais prendre un exemple simple. Pour avoir vu deux possibilités complètement différentes. Euh, je connais un prestataire, donc, comme j'ai expliqué, qui est présent régulièrement sur le domaine, qui prend le temps de se déplacer et de faire des points réguliers avec les quelques domaines qui l'accompagnent. Je sais qu'un autre, qui est situé dans une autre région, est beaucoup plus distant, travaille beaucoup plus en autonomie et par contre prend aussi une partie de la commission en fait des commandes qui sont passées par son biais. Le premier, j'ai oublié de le préciser, lui se faisant rémunérer en fait au mois et après au déplacement sur les salons à l'étranger ou sur les événements. Le risque également, c'est qu'il y ait une implication qui soit limitée en fonction de la personne avec qui vous décidez de travailler, parce que bah, il peut y avoir plus ou moins de domaines impliqués dans dans cette prestation. Si vous avez quelqu'un qui ne travaille qu'avec 5 domaines, on va pas être sur la même implication au quotidien que quelqu'un qui travaille avec 10, 15 domaines différents. La connaissance des produits proposés, la connaissance de l'image de marque que vous proposez n'est pas la même et l'implication au quotidien dans le développement commercial n'est pas le même non plus. Il faut voir aussi que vous dépendez, même si vous gardez l'ensemble l'ensemble des contacts dans ces cas-là en général avec les importateurs, il y a aussi une certaine continuité qui est faite et un certain suivi qui est fait par le prestataire. Et donc, si jamais il y a rupture au niveau du contrat de prestat, bah, il risque d'y avoir aussi une perte de chiffre d'affaires à la fin. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que vous avez des questions? Pas pour un- Est-ce que tu peux revenir sur les deux systèmes, donc prestataire externe et groupement, on va dire, comme Mhm. Finibigood. Est-ce que tu peux juste repréciser la manière dont ils se rémunèrent? Alors, bah, Vinny Bigoud, ils vont l'expliquer. En général, sur les groupements, ce qui se passe, c'est qu'il y a une commission qui est prise à la commande, vu que la commande passe par le biais du groupement. Il y a une commission qui est prise à ce moment-là, et après, le reste est reversé au domaine. Pour le prestataire, ça peut être variable. L'exemple que je connais le mieux et du domaine qui devait intervenir, c'est un paiement au mois qui est fixe, peu importe les commandes, et et où il y a un supplément à apporter en cas de déplacement à l'étranger, sachant que si on parle d'un déplacement en Europe, le tarif n'est pas nécessairement le même que si on parle d'un déplacement hors Europe. Je vais pas préciser grand export, parce qu'en l'occurrence, ça voudrait dire faire entrer le Royaume-Uni dedans.
Mais vraiment hors Europe, à partir du moment où il y a un déplacement en Asie, en Amérique du Nord, là, on est déjà plus sur les mêmes taux. Donc, la rémunération, elle englobe tout ça. Une autre possibilité sur un prestataire, et parce que j'ai pu échanger avec un domaine notamment qui a pu faire ça par le passé, il y avait aussi un contrat fixe, mais il y avait aussi je mange mes mots, une prime prise à chaque commande, et en plus des frais de participation. En gros, je crois que le stand sur Wine Paris, enfin, sur des salons, les stands étaient pris intégralement en charge par les différents domaines, pas du tout par la personne qui faisait la prestation. Et il y avait aussi des gros frais de déplacement à prévoir. Donc, il n'y a pas on va dire qu'il n'y a pas de barème fixe, il n'y a pas une organisation fixe. En fait, comme c'est une activité qui se développe encore aujourd'hui, chacun fait un petit peu comme il ou elle le veut pour sa rémunération. Dans tous les cas, il y a généralement une partie fixe, plus ou moins élevée, et si elle n'est pas trop élevée, ça veut dire qu'il y aura une partie variable pour les commandes en fonction du résultat. Est-ce que j'étais un peu plus clair? Moi, Ouais, j'ai une petite question, en oui. fait. Euh, En fait, c'est différent d'un agent comme on peut avoir en France, quoi. Le prestataire. C'est différent d'un agent parce qu'en fait, le prestataire va avoir plus un côté internalisé entre guillemets. En fait, c'est plutôt comme si vous partagiez un ou une commerciale dans le domaine, que vous avez une journée. En fait, c'est comme quelqu'un que vous auriez à temps, on va dire, enfin, en temps partiel au sein du domaine, en termes d'organisation de travail. Mm. Un Oui, du coup, c'est agent, pas du tout la même rémunération et tout, comme les agents où on va dire non, c'est 15% de com. Il y a d'autres trucs à rentrer en compte, quoi. c'est ça. Après, je sais qu'il peut exister des agents export euh, qui existent et là, pour le coup, qui ont le même fonctionnement. Mm. Mais j'en vois pas de plus en plus. Il y en a quelques-uns qui sont très très bons, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément qui se développent là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux passer à l'interview de Francis? Ouais. Donc voilà, donc je vous en parlais tout à l'heure. Donc on a posé quelques questions à Francis Del Tedesco, qui est directeur export pour donc le groupement Vini Bigoud. Donc la première question a été donc peux-tu te présenter la structure et comment est-ce que vous fonctionnez? Alors bonjour à tous, je suis Francis Del Tedesco et je suis en charge de l'export pour Vinibigoud depuis 2012. Vinibigoud qui est un groupement de vignerons du Val-de-Loire. Donc techniquement, c'est une société par action simplifiée, une société de distribution qui a été créée en 1999. Et on préfère parler de groupement de vignerons puisque la particularité, c'est qu'en fait chaque vigneron va faire et embouteiller ses vins au domaine, ce qui nous différencie aussi d'une coopérative. Mais les vignerons sont également actionnaires de la société, donc c'est la particularité. L'idée de base, c'était premièrement de décharger les vignerons de toutes les contraintes administratives pour qu'ils puissent se focaliser finalement sur leur travail à la vigne et au chai afin de faire les meilleurs vins possibles. Et puis, ça permet également aux vignerons de partager leurs frais commerciaux et logistiques. Pour la partie commerciale, en fait, c'est l'équipe de Vinibigoud qui va, qui va prospecter en faisant des tournées sur les différents marchés, que ce soit en France ou à l'export. Et puis aussi par le biais des salons, puisqu'on participe à des salons comme Millésime Bio, la Levée de la Loire ou encore Wine Paris, sur lesquels on a des stands communs. Voilà, pour la partie commerciale. Et pour la partie logistique, en fait, on a un entrepôt commun qui est basé ici à Beaumont-en-Véron, donc entre Bourgueil et Chinon, qui a un positionnement plutôt central par rapport au fleuve, ce qui est pratique en termes logistiques pour nous. Et donc là, en fait, nos clients vont pouvoir effectuer des commandes panachées avec des vins de plusieurs domaines du groupe et donc plusieurs appellations et donc potentiellement
se faire une carte des vins de Loire chez nous. Voilà. Ce qui a du sens puisque un importateur, il va pouvoir pas être obligé en fait de se surcharger chez un seul domaine. Il va pouvoir panacher, éventuellement essayer des vins sur lesquels il ne connaît pas trop la réponse que vont avoir ses clients. Donc essayer un vin en plus petite quantité et donc aussi éviter de surstocker. Donc il va pouvoir effectuer des commandes panachées et pas prendre tout chez le même domaine. Donc voilà, éviter le surstockage, ce qui a du sens particulièrement en ce moment. Et puis, autre intérêt pour les clients, ils vont avoir qu'un seul lieu d'enlèvement. Donc ça évite ça leur permet de faire des économies de coûts de transport, puisque nous, on travaille en fait principalement en ex-works, à l'export, à 98%. Donc c'est l'importateur qui va finalement gérer le transport et enlever les vins directement à notre entrepôt. Donc ça évite à un importateur d'envoyer son transporteur, un dans le Muscadet, un à Saint-Pourçain, un à Sancerre, un à Chinon, au lieu d'avoir, par exemple, dans cet exemple-là, quatre transports, il n'a qu'un seul lieu d'enlèvement, donc il fait des économies de coûts de transport par la même occasion, ce qui a également du sens. Voilà pour notre fonctionnement. Oui, ce partage-là, et en fait, j'ai compris pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avoir le son, donc je vais pouvoir remettre le PowerPoint. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, très bien. J'ai pas entendu, Emmanuel? Oui, oui, très bien, on voit Ok, bien. Excuse-moi. nickel, merci beaucoup. Donc, la deuxième question, c'était est-ce que ce sont eux qui approchent les domaines ou est-ce que ce sont les domaines qui les approchent? Et en fait, la réponse, elle est assez intéressante. Vous allez voir. Donc, en ce qui concerne la sélection des vignerons, on a régulièrement des- des sollicitations de domaines, mais en pratique, c'est plutôt nous qui allons solliciter des domaines parce qu'on va avoir un besoin sur une appellation. En fait, si on voit qu'on a une appellation sur laquelle on n'a pas de domaine dans le groupement, là, on va se dire, ben, ce serait bien qu'on ait cette appellation. Et là, on va faire du coup une recherche sur cette appellation. Euh, et puis ça peut être aussi sur une appellation pour laquelle on a déjà un vigneron dans le groupement, mais soit on n'a pas assez de vin pour répondre à notre demande, ou des fois on peut être bloqué justement sur un marché parce qu'il y a une exclusivité sur ce marché, et donc on a quand même des demandes d'autres importateurs. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir y répondre en allant chercher un autre domaine. Donc en pratique, soit enfin souvent on va aller voir des domaines sur des salons ou les solliciter, on va leur demander des échantillons et puis déguster et comparer plusieurs vignerons qu'on a déjà ciblés. Et puis aussi il y a les vignerons du groupe justement qui sont importants aussi dans ce cas-là, puisque ils connaissent d'autres vignerons, ils vont nous dire, je sais pas, souvent, tiens, il y a un tel là, sur mon appellation qui travaille bien, c'est un jeune qui vient de s'installer. Donc finalement, il y a plein de modalités possibles. On a aussi quelques vignerons qui sont hors Loire, mais nous, Vinibigoud reste vraiment focalisé sur les vins de Loire. Et puis grâce au panachage, ça permet de travailler sur quelques autres régions françaises, mais on reste focalisé sur la Loire. Et donc il y a beaucoup de modalités finalement en pratique, mais c'est quand même nous qui sollicitons les domaines et pas l'inverse en pratique pour rentrer chez Vinibigoud, même si c'est possible d'être sollicité et des fois ça pourrait marcher également. Voilà. Le troisième groupe de questions, c'était de savoir comment ça se passe pour la distribution des domaines à l'export. Est-ce que ils représentent sur l'intégralité des pays ou est-ce que c'est possible de faire uniquement certains pays, comme certains domaines peuvent avoir déjà un historique avant de les rejoindre?
sur certaines zones avec des partenaires avec lesquels ils travaillent depuis 5, 10, 15, 20 ans. Alors, en ce qui concerne la distribution, on a plusieurs cas de figure. Mais d'abord, il faut préciser qu'on ne distribue jamais la totalité des vins d'un domaine, puisque nous, déjà, on ne s'occupe pas de tout ce qui est vente aux particuliers. On est vraiment focalisé sur la vente aux professionnels. En France, principalement sur le réseau CHR caviste. Et à l'export, on travaille avec des importateurs qui, eux, vont redistribuer les vins sur leur pays. Donc, on a vraiment tout type d'importateurs. Déjà en fonction de la taille des marchés, puisque sur des plus gros marchés, des marchés plus vastes comme les États-Unis par exemple, on peut travailler soit avec des importateurs nationaux qui eux après vont travailler avec des distributeurs sur différents États qui vont redistribuer à des cavistes et restaurateurs, ou il peut nous arriver de travailler aussi sur ce marché-là directement sur les États, sans passer par un importateur national. Et puis après, on va avoir des marchés plus petits, par exemple en Europe, en Belgique, où on peut avoir un importateur qui va distribuer sur tout le pays, seulement sur une zone d'un pays. Et puis ça peut aller jusqu'à un petit caviste finalement, pour reprendre l'exemple de la Belgique, où on a beaucoup de clients, qui va avoir une licence d'importation et lui finalement il va distribuer dans sa cave au particulier et un peu en restauration autour de chez lui. On a vraiment donc tout type d'importateurs et de taille de clients finalement. Après, en ce qui concerne les vignerons, on a plusieurs cas de figure, comme je le disais. On va avoir des vignerons qui, quand ils rentrent dans le groupement, finalement, ça concerne plus les nouveaux domaines. Les jeunes vignerons font pas du tout d'export de leur côté. Donc là, le but, ça va être de les distribuer sur le plus de pays possible. On peut avoir des vignerons qui, quand on discute avec eux, nous disent bah, moi je suis déjà présent sur tel pays et j'ai une exclusivité, donc ça du coup on fait les autres pays mais on va pas travailler sur ce pays-là. Ou il peut nous dire aussi je suis présent sur ce pays, par contre j'ai pas du tout d'exclusivité. Donc là on sait on peut travailler en parallèle. Euh, et donc d'où l'importance aussi d'avoir des prix cohérents, qu'on soit calé au même prix. Et donc on peut travailler en parallèle, en bonne intelligence. On ne va pas aller chercher un importateur euh, dans l'arrêt d'en face, j'allais dire, mais ça permet de travailler sur ce marché également. Et puis on a également, alors c'est un cas qui est beaucoup plus rare, mais des vignerons qui rentrent dans le groupement et pour lesquels on ne va pas faire d'export du tout, voilà, parce qu'ils préfèrent s'occuper de leur export seul. Et donc là, on va le faire que sur la France, mais ça reste plus rare. Voilà. Donc, en pratique, c'est vrai que nous, quand il y a un nouveau domaine qui rentre dans le groupement, on va dire que plus la distribution est vierge, plus ça va être simple pour nous de travailler également. Voilà comment se passe la distribution chez nous. Enfin, un point qui est quand même important, donc on l'évoquait là tout à l'heure, au niveau de la rémunération, comment est-ce que ça se passe pour Vinny Good et au niveau de la gestion des commandes, même si on en a déjà un petit peu parlé, euh, aborder un peu plus ce sujet en détail. Donc pour ce qui est de la rémunération et de la gestion des commandes, en fait, comme je le disais au départ, Vinny Good c'est donc une société de distribution. Donc c'est Vinny Good qui achète les vins au domaine, puis les revend. Donc en fait, l'important c'est aussi qu'il y ait une vraie cohérence tarifaire. Donc quand un vigneron, quand on est en discussion avec un vigneron pour qu'il rentre dans le groupement, si c'est un vigneron qui n'a pas commencé, qui n'a pas réellement de marché, qui n'a pas commencé à commercialiser ses vins, là on va avoir une discussion avec lui pour voir à combien il voudrait vendre ses vins, et puis on discute pour voir si ça semble réaliste. Et si c'est un vigneron qui a déjà des marchés, ben, tout simplement on lui demande à combien il vend ses vins à l'export ou en France, peu importe. Mais on lui demande à combien il vend ses vins pour être au même prix. En fait, l'idée, nous, c'est qu'on s'engage sur un volume important euh, dans le but d'être au même prix que lui, puisqu'on a besoin d'une marge de fonctionnement pour justement
préparer les commandes panachées chez nous, gérer tout l'administratif. Donc l'importance pour nous, ouais, c'est vraiment d'être au même prix. Et donc, il peut y avoir parfois certains petits écarts, mais plus sur les vignerons partenaires, ce qu'on appelle les vignerons partenaires chez nous, puisque là, ça va être des vignerons sur lesquels on a vraiment que des petites allocations ou des plus petits volumes qui, du coup, qui fait que le vigneron ne peut pas nous accorder une, une marge assez importante, enfin, baisser son prix, puisque les volumes sont pas assez importants pour que ça vaille le coup pour lui. Donc là, on peut avoir un petit écart, mais il faut que cet écart reste assez ténu. Et dans ce cas-là, l'importateur, il peut quand même acheter ses vins chez nous, même s'ils vont être un peu plus chers, puisqu'il va s'y retrouver par le panachage et par les économies de coûts de transport. Et le but, c'est vraiment d'avoir une cohérence tarifaire au maximum, même dans ce cas-là. Euh, Parce que voilà, l'important c'est que l'importateur il veuille acheter les vins par notre biais aussi. Si on est beaucoup plus cher que le vigneron, bah, il va aller voir directement le vigneron, ce qui semble logique. Et puis après, ce qui est au niveau des commandes purement, en fait, c'est Vinivigood qui gère le traitement d'une commande de A à Z. Donc on va prendre la commande, envoyer la confirmation de commande au client. Après, ça va être préparé ici dans nos entrepôts en cas de commande panachée. Si c'est une commande qui concerne un seul domaine, la commande va être préparée au domaine. Mais en revanche, on va gérer aussi tout ce qui est lié au contre-étiquetage spécial, puisqu'on a de plus en plus de législations diverses et variées en fonction des pays, donc des contre-étiquettes spécifiques à faire pour les différents marchés. Donc ça, c'est nous qui allons gérer, les contrôler, les commander à notre imprimeur et puis les envoyer directement au domaine. Et puis, on va aussi faire la facturation et gérer toute la partie administrative, donc des documents spécifiques liés à l'export, comme les DAE, les packing lists, ou encore les certificats d'origine, et puis pour certains marchés. Et puis on va gérer le transport, donc même si c'est enlevé chez nous, à l'entrepôt ou au domaine, par les importateurs, comme je le disais, dans la plupart des cas, on va quand même être en lien avec le transporteur pour lui dire quand la commande peut être prête, voilà, lui donner les quantités, donc gérer cette partie transport logistique également. Et puis en pratique, du coup, si un domaine est sollicité directement par un importateur, et bien, si c'est un pays pour lequel on gère son export, et bien, il va nous renvoyer la commande et puis on va prendre le relais dans ces cas-là. Voilà comment ça marche chez nous. Et bien, merci à tous et à bientôt. J'espère que ces petites réponses aux questions vous auront pu répondre déjà à une majeure partie de celles que vous vous posiez. Et pour conclure, alors là, ça fait très chargé comme ça et je n'aurai pas le temps de tout représenter en détail, mais je vous ai fait un petit tableau que vous pouvez visionner euh, à part. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi si vous avez la moindre question, mais vraiment pour récapituler et essayer vraiment d'être le plus synthétique possible sur les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Il n'y a pas pour moi, il n'y en a pas une bonne nécessairement. Ça peut aussi dépendre, on peut avoir les trois, on peut utiliser les trois au cours de la vie d'un domaine. Quand on débute son développement export, je pense que le fait de ne pas internaliser, mais plutôt de travailler avec soit un groupement, soit avec une prestation de service, ça peut être pas mal parce que ça peut permettre aussi voilà, de bénéficier de s'appuyer sur des personnes qui connaissent très bien ce métier, qui savent exactement comment gérer le développement export, comment gérer le développement commercial, euh, et aussi ne pas avoir, dans le cadre du groupement de vignerons, de ne pas avoir à gérer aussi l'administratif export, ce qui est quand même pas rien. Et une fois que vous avez la taille suffisante, que vous avez des revenus suffisants, au besoin, vous pouvez embaucher quelqu'un qui sera en interne en charge de votre développement export. Qu'est-ce que ça Est-ce qu'il y a des signifie questions? ROI dans le Retour sur tableau? investissement.
Pardon, oui, retour sur investissement. Ok, merci. Return of investment. Est-ce que le S'il y a domaine passe avant des questions? Bah, pas vraiment. Moi, nous, on J'espère que c'était travaillait clair. avec un groupement de producteurs, là. Enfin, on travaille toujours avec eux et je trouve que c'est quand même un peu bridant. Enfin, je pense qu'à l'époque de Claire Olivier, c'était super. Mais maintenant, ils nous bloquent des pays, en fait, pour des toutes petites quantités. Donc, je sais pas comment trop on peut se défaire de ça à terme, quoi. C'est vrai qu'en fait, alors, ça, c'est un point que j'ai déjà vu, que ce soit pour ça ou pour des agents, ou même des fois des importateurs qui bloquent en fait un marché au niveau national. Je prends un exemple, parlera bien, hein, aux États-Unis, j'ai déjà vu des petits importateurs qui demandent une exclusivité nationale et qui importaient une demi-palette par an. Euh, En fait, dans ce cas-là, je pense que, il faut pouvoir expliquer les nécessités de développement sur les marchés, surtout si c'est des marchés à potentiel, euh, et s'expliquer avec les personnes qui gèrent ce groupement-là, et éventuellement ne pas hésiter à mettre des objectifs de vente en termes de volume ou en termes de chiffre d'affaires. Si jamais sur un an ou 2 ans, les objectifs ne sont pas du tout atteints et qu'il n'y a pas de croissance non plus, ne pas hésiter à revoir les termes du contrat et en fait à ce qu'il n'y ait pas d'exclusivité sur cette zone-là. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est Ouais, ouais, tout à derrière la fait. webcam et qu'on n'est pas en face, surtout quand il y a un historique avec les personnes. Mais c'est vrai que sur certains, ça peut être. J'ai déjà pu avoir le cas sur des domaines comme ça qui étaient un peu bloqués sur des zones où en fait vraiment c'était une exclusivité sur l'ensemble des États-Unis et il y avait une demi-palette de fait. Alors, tout le monde ne veut pas faire des conteneurs et des conteneurs, mais une demi-palette, c'est quand même très très peu sur un pays qui est immense et qui est quand même encore aujourd'hui le premier consommateur mondial de vin. Ouais, nous, Je pense c'est que tout sur le le monde peut faire Canada, la en même chose. fait, où c'est pareil, ils nous passent 120 bouteilles par an, alors que le Canada. Ouais, effectivement. C'est sur tout le Canada ou c'est sur juste une province? C'est avec la SAQ en importation privée, mais du coup, c'est très Ok. bloquant, hein. Ah bah oui, du coup, de toute façon, ça vous bloque sur tout le Québec dans tous les cas. Mm. Euh, Effectivement, parce que 120 bouteilles, c'est un restaurant Enfin, non, qui mais je fonctionne pendant caricature, l'année, peut-être quoi. un peu plus, mais pas des milliers de bouteilles, quoi. Ouais. Ouais, alors que sur le Canada, même en importation privée, parce que c'est pas nécessaire de faire d'être, de rentrer au monopole, dans le sens où c'est pas nécessaire d'être listé dans les boutiques du monopole pour pouvoir pour pouvoir faire des belles ventes au Canada. Vous pouvez très bien avoir un très beau réseau de distribution auprès du CHR, surtout que le CHR ne s'approvisionne quasi exclusivement qu'avec l'importation privée. Euh, mais par contre, ça demande derrière une agence qui soit réactive sur place et puis des interlocuteurs qui poussent aussi de l'autre côté, quoi. Dans le sens enfin, qui poussent au niveau du regroupement, je veux dire. D'accord. Et pour les prestataires externes, on peut trouver une liste quelque part ou pas pour s'y pencher? Alors, c'est trouver une liste, personnellement, je n'ai pas trouvé parce que j'ai déjà eu la demande de la part d'un domaine. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté un que je connaissais qui m'a donné deux, trois noms. Donc, à l'arrière, je ne les donnerai pas en live, enfin, pas enregistré comme ça, mais au besoin, il ne faut pas hésiter à m'écrire et puis je pourrais donner quelques contacts que j'ai. D'accord, ok. J'ai pas d'autres questions là, je vois rien tout de suite maintenant. Et peut-être qu'on peut donner ton adresse mail. Voilà, Et ben impeccable. voilà, juste après. Donc, il y a nos adresses et nos contacts donc à Emmanuel et à moi. Ne pas hésiter, en ce qui me concerne, mais je pense que c'est pareil pour Emmanuel, ne pas hésiter à la contacter aussi. Moi, voilà, à la moindre question ou autre, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Je fais en sorte de pouvoir vous apporter le plus d'aide possible.
Et si c'est tout, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt, j'espère. Et bon